propose de démarrer la table ronde. Je me présente, Thibaut Dodijos. Moi, je suis professeur à GEM, à l'école de management de Grenoble. Je suis le directeur de la recherche de notre institution. Et depuis 4 ans maintenant, je suis coporteur d'une chaire de recherche qui s'appelle Territoire en transition. Et c'est avec cette casquette-là qu'aujourd'hui, j'anime cette table ronde. Donc, je vais commencer par des remerciements et des excuses. Remerciements évidemment pour Céline Tupin qui était à la manœuvre dans l'organisation de cette table ronde. Cette table ronde, elle a été pensée par le Pacte économique local. Qu'est-ce que c'est que le Pacte économique local? C'est une initiative des 25 très grands employeurs du territoire qui veulent favoriser la résilience et l'attractivité du territoire. Donc, ils vont favoriser toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Et ce pacte économique local, il est animé par Grenoble-Alpes Métropole. Et donc, c'est eux qui ont eu l'idée de cette table ronde qu'on a intitulée collectivement Comment bien vivre à l'intérieur des limites planétaires. Et je reviendrai un petit peu sur ce titre tout à l'heure. Donc, dans les remerciements, je vais vous présenter très rapidement les intervenants. Est-ce qu'on peut avancer d'une slide peut-être ? Voilà, c'est ça que je cherchais, la télécommande est cachée. Voilà, donc vous avez tout le monde qui est présenté. Est-ce que donc les excuses déjà. Stéphane Laplanche, vous savez, en ce moment on a deux événements. C'est le retour du Covid et la grève de la SNCF. Et donc ça a impacté la table ronde, c'est-à-dire que Stéphane est coincé dans un TER quelque part en France. Donc on l'excuse bien évidemment. Et Daria a le Covid. Mais qui était symptomatique hier, ça allait mieux aujourd'hui, donc elle a gentiment accepté de nous rejoindre en ligne et je la vois qui apparaît sur l'écran, c'est top. Bonjour Daria. Est-ce que juste tu peux parler pour voir si on t'entend bien? Oui, bonjour à tous. Parfait, génial, merci Daria. Daria est biologiste de formation et elle coordonne une agence qui est spécialisée dans le biomimétisme qui s'appelle The Wild Agency. Et donc, elle se présentera tout à l'heure. Ensuite, on a Bastien Alex qui travaille au WWF. Antoine Trouche qui représente l'association Pour un réveil écologique, qui est aussi ingénieur qui travaille pour Atmo Paris, c'est ça? Airparif, pardon, voilà. Et puis donc, je remercie aussi particulièrement Rémi Engelbrecht, qui est formateur, qui est très impliqué, comme vous l'avez entendu, dans la CEC. Et Rémi, il a accepté au pied levé, du coup, de remplacer Stéphane pour avoir une table ronde complète. Et donc, juste pour un peu justifier pourquoi toutes ces personnes, pourquoi on les invite pour parler de notre sujet aujourd'hui, c'est qu'on trouvait que chacun d'eux représentait un peu une vision des réponses possibles face aux limites planétaires, plutôt la voix des jeunes, des étudiants avec Antoine, la voix des ONG avec Bastien, la voix aussi de la formation, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'éducation avec Rémi, et puis Daria qui représente aussi une réponse possible, à la fois des réflexions, parce qu'elle porte des réflexions à la fois sur le biomimétisme, mais aussi sur le rôle des émotions et de notre rapport au vivant. Donc on trouvait que c'était un panel intéressant pour aborder ces questions-là. Je vais revenir très rapidement sur le choix du titre et qu'est-ce qu'on a débattu, pourquoi, donc quand on voulait faire une table ronde, pourquoi on a choisi de parler des limites planétaires. Déjà, c'est très intéressant, vous voyez, quand on parle souvent aujourd'hui de l'urgence environnementale, on est très focalisé sur l'enjeu climatique. Or, en fait, aujourd'hui, quand on dit l'urgence environnementale, ça interroge quelque chose de beaucoup plus large que juste la quantité de CO2 qu'on émet, qui est déjà quelque chose d'éminemment important, mais ça interroge tout notre rapport au vivant. Il y a plein d'autres enjeux comme par exemple la perte de biodiversité. Donc pour nous, c'était important dans le titre de parler des limites planétaires au pluriel et non pas juste de se focaliser sur l'enjeu climat. Et puis, on a mis bien vivre dans les limites planétaires, mais en fait, ce qui est beaucoup revenu dans la préparation, c'est la question de l'adaptation. Vous savez, très souvent, on distingue l'atténuation. Donc en gros, par exemple, comment on va changer nos activités pour diminuer nos impacts environnementaux, par exemple décarboner. Donc la décarbonation, c'est quelque chose qui est lié avec l'atténuation. Mais il y a une deuxième grande phase de réponse, un deuxième grand type de réponse, qui est l'adaptation.
face donc, aux transformations de nos écosystèmes, en fait, il va falloir s'adapter, à changer nos comportements, changer nos modèles économiques. Rémi en a beaucoup parlé. Et donc, dans cette table ronde, je crois que aussi le pacte économique et nos intervenants, on voulait aussi mettre au cœur de cette table ronde aujourd'hui la question de l'adaptation et de ce que ça représentait pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour les entreprises, les systèmes économiques, les régulateurs, etc. Donc voilà, donc pour démarrer cette table ronde, on va commencer par un petit tour de table où chaque intervenant va pouvoir se présenter un peu mieux que ce que je l'ai fait peut-être, et puis dire pour lui justement comment, quand je dis adaptation, et puis limite planétaire, qu'est-ce que ça évoque pour lui déjà, pourquoi lui il pense que c'est des thèmes importants à mettre aujourd'hui au cœur de la table ronde. Super, merci beaucoup Thibaut, merci encore aux organisateurs pour l'invitation, je suis très heureux d'être là. Parmi vous, je suis content aussi de ne pas être classé dans les jeunes, ça m'arrive pas souvent, donc ça veut dire que j'ai vieilli, j'ai peut-être un peu pris du galon, dont je plaisante, on en discutait ensemble en préparant la table ronde. Donc moi je travaille au WWF France où je suis responsable du programme climat-énergie, sans vous faire l'organigramme du WWF, mais le département des programmes est plutôt le département scientifique avec l'expertise, beaucoup d'ingénieurs dont je ne fais pas partie. Moi je viens des sciences humaines et sociales et de la géographie en particulier. Je me permets de souligner aussi que je suis chercheur associé à l'IRIS qui a un partenariat maintenant depuis je pense une dizaine d'années avec GEM, Grenoble École de Management. Donc je tenais à le souligner. Et donc au WWF, je m'occupe des thématiques climat-énergie. J'ai dans mon équipe des gens qui vont travailler principalement sur la transition énergétique, le déploiement, on va dire, durable des renouvelables, la question de la mobilité durable, de la décarbonation du transport maritime, des conditions et des critères de soutenabilité aussi de l'utilisation de la biomasse. Donc beaucoup de sujets sur ces problématiques climatiques et énergétiques, même si on a tendance à dire qu'on est plus un programme énergie parce que le climat est tellement transversal qu'il est dans tous les autres programmes du WWF, c'est-à-dire océan, forêt, agriculture, alimentation. Hein, tous ces sujets sont évidemment aujourd'hui un peu phagocytés par le climat, comme tu le disais Thibaut tout à l'heure. Juste peut-être quelques éléments de définition rapidement, peut-être plutôt sur l'adaptation me concernant, puisque le limite planétaire, moi c'est pas un référentiel que je connais très bien, même si je pense que derrière ce que ça pose comme question en tout cas, c'est que je suis pas sûr qu'il soit très accessible et très, très visible, puisque je crois que cette année on a eu en fait 2 franchissements de limites planétaires supplémentaires. Ça n'a pas fait grand bruit, je crois qu'il y en a une en janvier et une avant l'été. Je ne sais pas si vous vous en souvenez d'ailleurs, mais voilà, c'est pour dire qu'aussi ça questionne la capacité de ces outils aussi à mobiliser l'attention du grand public en lien avec l'agenda médiatique qu'on ne fixe pas nous-mêmes. On aura l'occasion d'y revenir. Et sur l'adaptation, pour compléter peut-être ce que tu disais en matière de définition, moi ce que j'aime bien dire en rappelant ce distinguo et ce côté un peu les deux côtés de la pièce, adaptation et atténuation, je ne sais pas de qui est cette formule, mais j'utilise souvent, c'est pour dire que l'atténuation vise à éviter l'ingérable, quand l'adaptation cherche à gérer l'inévitable. Quand on atténue, on réduit les émissions. Prenez des notes. Mais je trouve qu'elle est très, très parlante. Effectivement, donc on cherche à réduire les émissions pour empêcher l'emballement climatique et limiter le réchauffement. Et par contre, quand on fait de l'adaptation, on considère que certains impacts sont inévitables et qu'il faut d'ores et déjà s'adapter. Je pense que vous en avez tous conscience, on le voit tous de manière différente en fonction des géographies mondiales, mais c'est, je trouve, une formule qui résume assez bien la situation dans laquelle on est. Et j'ajouterais aussi un élément important, puisqu'on est aussi dans la tech, et j'ai vu des présentations tout à l'heure, on est beaucoup dans l'énergie, dans les questions d'eau. C'est une phrase de Salim Ul Huq, qui est un grand spécialiste mondial de l'adaptation, qui est bangladais, un pays aussi intéressant à étudier sur la question de l'adaptation, qui dit lui que finalement l'eau est à l'adaptation ce que l'énergie est à l'atténuation. On a tendance à se focaliser sur les énergies fossiles parce que ce sont elles qui sont responsables de nos émissions. Évidemment, le mix énergétique mondial il est encore dominé à 80% par les fossiles. C'est pas quelque chose qui évolue très vite. Et l'adaptation, la clé, ça sera vraiment comment on gère notre ressource en eau, à la fois avec de la tech et à la fois avec évidemment des nécessaires mesures de sobriété. Donc peut-être voilà pour les éléments de définition. Je ne voudrais pas être trop long, on reviendra peut-être sur d'autres aspects comme la maladaptation peut-être un peu plus tard. Avant de donner la parole à Antoine, je vais donner la parole à Daria justement qui est en ligne. Daria, pour vous, je voulais faire réagir aussi pareil sur limite planétaire, qu'est-ce que ça vous évoque, et puis de mettre au centre la question de l'adaptation, la même question, et puis de vous présenter bien sûr. Oui, merci. Désolée pour peut-être mon manque de clarté d'esprit, mais
Donc, moi, je suis biologiste. Je vais un peu reprendre l'introduction par Thibaut. Je suis biologiste, je suis experte en biomimétisme. Je gère une agence en innovation qui s'appelle Wild Innovation Agency, qui donne, donc fait le soutien et accompagne des entreprises dans leur démarche dans le biomimétisme, l'application de la biomimétisme, même si c'est technologique ou sociétal. Et en parallèle, j'enseigne à l'école d'architecture de Grenoble, donc aux étudiants de design et de l'architecture, avec qui on expérimente beaucoup avec les entreprises aussi les nouvelles manières, et justement le côté adaptation, on va dire. Donc les nouvelles manières de vivre et habiter les villes. Et en parallèle, pour aller plus loin dans cette démarche de coexister avec la nature, je suis membre d'un collectif qui s'appelle Zoepolis, et c'est un collectif de designers et des artistes. Et on explore les nouvelles manières de vivre entre les humains et les non-humains. Voilà, pour conclure les autres humains, les non-humains dans notre manière de concevoir. Par exemple, là, avec EFAGE, on a réfléchi sur un bâtiment. Qu'est-ce que c'est un habitat multi-espèces, par exemple, au lieu de poser la question qu'est-ce que c'est comment inclure la biodiversité dans un bâtiment fait par les humains exclusivement. Voilà, juste voilà, quelques exemples pour voir le changement d'intention et des résultats, bien sûr, derrière qui sont différents. Juste Daria, excusez-moi, est-ce que oui. vous pouvez juste redire un mot sur biomimétisme, parce que je pense que peut-être qu'il y a une partie de la salle qui ne sait pas ce que c'est exactement. Juste en un mot, biomimétisme. Quand vous dites biomimétisme, c'est quoi ? Ok, très bien, très bien. Alors, le biomimétisme, dans sa définition, ça veut dire c'est s'inspirer de la nature pour résoudre les enjeux humains, tout en respectant de la nature. Voilà. Le biomimétisme, c'est issu d'une réflexion qui est vieille en tant qu'existence de l'humanité, hein. Et c'est de se dire qu'en fait, les autres vivants ont déjà maîtrisé la vol, la gravité, les nanostructures, la chimie, l'énergie, bien avant nous, et que nous ne sommes pas les seules espèces à se poser ces questions-là, et que nous sommes probablement la dernière des espèces à les poser, parce qu'on est aussi une des espèces voilà, qui a évolué le plus récemment. Et donc, que les réponses, probablement, les meilleures réponses ne sont pas les nôtres, mais elles sont contenues dans tout ce monde vivant qui est devant nous, mais qu'on l'a ignoré jusqu'à maintenant. Et donc, c'est comment transformer le vivant dans une bibliothèque, dans une bibliothèque de recherche, dans un lieu d'expérimentation, de R&D, et comment commencer à interagir avec eux pour créer autrement. Voilà, ça c'est le biomimétisme, c'est ce qu'on vise avec le biomimétisme. Ok. Donc s'inspirer des millions d'années d'évolution du monde vivant, ok, pour répondre aujourd'hui, nous, à nos enjeux environnementaux. Vous vouliez dire un mot aussi sur adaptation avant que je donne la parole à Antoine ? Oui, sur l'adaptation et sur les limites, pour aborder aussi ce que Bastien a dit, on a déjà franchi cette année 2 autres limites planétaires et en fait personne ne s'est presque rendu compte, alors que ça menace littéralement nos manières de vivre. Hein. Et donc, j'ai presque envie de dire que plutôt que de parler des limites de planète, de fait qu'on a détruit 80% de mammifères et en fait personne va être touché par ces nombres. On habite 75% des surfaces terrestre, si on fait rien, la glace va disparaître, le pôle Nord va disparaître d'ici 10 ans, on va dire, voilà, tous ces limites de quelles on parle. Et en même temps, en fait, j'ai presque pas très envie de parler de tous ces chiffres-là, parce qu'à la fin, personne n'est touché par ces chiffres. Quand on parle de ces chiffres, personne ne réagit. On entend, on rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et je me dis que peut-être des fois c'est aussi plus intéressant de parler de nos limites à nous. De quoi, pardon ? Ça nous montre de non-implication, c'est ça ? De nos limites à nous. Ah, de nos limites à nous. En tant que les humains, c'est quoi nos limites à nous ? Si quelqu'un nous dit que
les insectes qui nous donnent 65% de nos aliments, hein, les pollinisateurs, hein, qui sont responsables de la pollinisation, ils sont en train de disparaître et nous, ça ne nous fait rien. C'est quoi nos limites à nous de réagir d'une telle manière? C'est quoi nos limites à nous de ne pas pouvoir procéder cette information? Voilà, donc je pense que c'est plutôt des questions que j'ai envie de poser pour se dire, parce que la clé de notre adaptation, pas de notre atténuation, l'atténuation on va la faire avec la technologie, on sait plus ou moins comment la faire, mais la clé de l'adaptation, donc de ce changement, va être une fois qu'on commence à se confronter à nos limites humaines. C'est intéressant parce que Daria, elle pose la question aussi de qu'est-ce qui va nous mettre en mouvement, hein, face à ce mur environnemental. Super, Daria. Et juste, on parle beaucoup de limites planétaires. Il y a un outil qui permet très bien, si ça vous intéresse, d'avoir une vue un peu, on va dire, holistique sur ces limites. C'est ce qu'on appelle le donut. Alors, c'est pas le donut d'Homer Simpson, mais c'est le donut de durabilité, hein. Si vous tapez sur Internet Sustainability Donut, et c'est un outil vraiment un peu tableau de bord qui vous permet vraiment d'appréhender sur un seul schéma toutes les limites planétaires et voilà, de voir un peu où est-ce qu'on en est sur certaines de ces limites. Et là, quand on voit ça en une seule image, on comprend très vite que le climat, en fait, bien sûr qu'on a dépassé la limite planétaire sur le carbone, mais qu'il y a d'autres enjeux qui sont même plus déplacés que le climat. Je vais donner la parole à Antoine, pareil, pour se présenter rapidement et aussi dire un peu comment il appréhende ces termes du titre de la table ronde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Enchanté d'abord. Donc, je m'appelle Antoine Trouche, je suis membre du collectif Pour un réveil écologique. Alors, ce collectif, c'est un collectif qui s'est monté il y a 4 ans et qui est parti d'un manifeste qui s'appelait à l'époque le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui était un manifeste signé par plus de 30 000 étudiants, notamment de grandes écoles françaises et européennes. Et le message de ce manifeste, c'était de dire, nous, en tant que jeunes souvent privilégiés de grandes écoles, on vous annonce qu'on va choisir notre futur métier sur des critères qui vont être d'abord des critères environnementaux. On a la chance d'avoir un peu de marge de manœuvre dans le choix de notre futur métier. On va s'en servir et nous, on considère que ça ne sert à rien d'aller travailler à vélo si c'est pour aller construire des centrales à charbon, des SUV ou d'attendre la création d'avions à hydrogène pour transformer le secteur aérien. Donc à partir de ce manifeste, on a eu un grand nombre de demandes, notamment de grandes entreprises qui étaient un peu inquiètes d'un risque de désaffection de la part de jeunes, et notamment de jeunes de grandes écoles. Et du coup, on a commencé à travailler, on a créé un collectif pour répondre à cette demande, on a travaillé vraiment sur 2 axes. Le premier, c'est déjà faire en sorte que les enjeux écologiques soient intégrés de façon transverse dans l'ensemble des formations. Moi, je suis ingénieur de formation. Moi, durant mes études d'ingénieur, on m'a absolument jamais parlé de changement climatique. Je commence à être vieux aussi, mais je suis pas si vieux quand même. Je suis sorti d'école depuis 3 ans. Bon, j'ai jamais entendu parler de changement climatique durant mes études d'ingénieur. Ça a un peu changé depuis dans mon école, mais c'est encore très très balbutiant et surtout ça reste complètement optionnel. Il faut à tout prix que la formation et la prise en compte des enjeux environnementaux dépassent un master optionnel de 5e semestre. Il faut vraiment que ça soit inclus de façon transverse dans l'ensemble des formations et sur le plan des connaissances générales à acquérir pour être un citoyen et un professionnel qui est un peu compétent dans le monde qui est en train de s'ouvrir, et de façon très très concrète d'avoir des compétences qui nous permettent dans notre futur métier de participer à la grande transformation écologique qui est devant nous. Notre second axe d'action, c'est vis-à-vis des entreprises. On va rencontrer des entreprises et on leur explique en quoi est-ce qu'on considère qu'elles sont ou qu'elles ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux et ce qu'elles peuvent faire pour aller convaincre des jeunes d'embaucher et de venir travailler chez eux sur ces questions-là. Donc nous, au départ, on vient, alors vous êtes évidemment un panel très très mal représentatif de ces entreprises, parce que vous êtes a priori des entreprises plus vertueuses si vous êtes ici. Mais nous, du coup, ce qu'on va voir chez les entreprises, c'est des trucs qui sont encore très très basiques. Est-ce que vous allez faire des bilans carbone? Est-ce que vous le faites bien sur l'ensemble de votre chaîne de valeur? Est-ce que vous fixez des objectifs de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre et pas uniquement des objectifs à 30 ans de pseudo-neutralité carbone en 2050, mais très concrètement, est-ce que vous avez des objectifs là dans les années à venir, d'ici 2030? Est-ce que c'est bien des objectifs décorrélés de ce que vous pouvez faire par ailleurs en termes de compensation carbone? Et par ailleurs, est-ce que vous vous êtes posé la question de l'adaptation de vos activités face au changement climatique? Et ces questions-là, et c'est pour ça que cette table ronde nous intéresse autant, on la pose sur l'ensemble des enjeux environnementaux, et notamment aussi sur les questions d'effondrement de la biodiversité, sur les questions de raréfaction des ressources, et sur les questions de la multiplication des pollutions, des eaux, des sols et de l'air. Ce qui est vraiment très, très important à voir sur les questions d'adaptation, alors on va
plus ou peu en parler par la suite, mais il faut d'abord être bien clair sur le fait que l'atténuation, elle est toujours primordiale et prioritaire, parce qu'on ne sera pas capable de s'adapter à un monde qui laisse filer trop longtemps le changement climatique. Quand on voit un peu l'ampleur des changements qu'entraîne un changement climatique de 2 degrés, on se doute assez vite qu'à 4 degrés d'élévation de la température, c'est à peu près impossible de s'adapter. Donc il faut vraiment qu'on limite le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et les autres limites planétaires, hein, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, etc., etc. Quand on parle d'adaptation, le problème, c'est que c'est un enjeu qui est encore très très mal cerné, parce que c'est en fait quelque part beaucoup plus complexe que l'atténuation. Autant l'atténuation, on peut se mettre d'accord sur des solutions nationales, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'en termes de mobilité, les véhicules restants en 2050, il faudra qu'ils soient électriques, ou en tout cas décarbonés, et qu'il va falloir faire en sorte de limiter autant que possible les véhicules individuels, que les véhicules individuels, ils devront être les plus légers possibles. Enfin voilà, c'est possible de se donner un peu des idées claires sur ce qu'il faut faire au niveau national. L'adaptation, la complexité de l'adaptation, c'est que c'est un enjeu qui va devoir se traiter beaucoup plus localement. Le changement climatique, il entraîne une élévation du niveau des mers. Et en fait, pour faire face à cette élévation du niveau des mers, il y a plein de solutions possibles. On peut choisir de construire des digues. Bon, alors, le problème des digues, c'est qu'à un moment, on ne peut plus construire de digues si le niveau des mers augmente trop vite et trop haut. Donc ça peut être une solution palliative qui ne va pas fonctionner dans tous les cas. On peut choisir d'avancer des bâtiments sur la mer. On se dit, bon, ok, on va admettre le fait que les niveaux marins vont monter. Donc on avance des habitations, on sait qu'au moins on va les mettre sur pilotis dans les mers. Et bon, on peut choisir de déplacer des habitations. On se dit, ok, on abandonne une zone qui va être soumise à des inondations de plus en plus fréquentes. Toutes ces solutions-là, elles sont multiples et elles doivent se dessiner localement. Et du coup, tout un travail qu'on a fait, alors que j'ai fait notamment au sein d'un think tank qui s'appelle l'Intérêt Général, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait organiser une adaptation nationalement, en se fixant des objectifs au niveau national et en donnant les moyens au niveau local, dans les communes, dans les départements, de fournir les solutions les plus adaptées pour préparer cette adaptation. Ok, je propose qu'on revienne là-dessus après dans la deuxième question. On va donner la parole à Rémi. Juste avant, je voudrais dire à quel point je suis content qu'on ait quelqu'un pour un réveil écologique avec nous. Pourquoi ? Parce que là, je vais prendre l'autre casquette, c'est-à-dire du côté grande école, pour dire à quel point ce mouvement-là nous a remué, quoi, vraiment. Et comment, là tu parles d'une situation qu'est-ce qu'il y avait dans les grandes écoles il y a 3 ans, pour dire à quel point il y avait un effet d'accélération très fort, de transformation des programmes d'éducation, et comment nous, là je parle de ma chapelle, mais de GEM, comment là on est en pleine refonte en fait, à la fois de tous les troncs communs, pour que justement, depuis 15 ans que je suis à l'école, en fait, exactement comme tu le dis, on avait des spécialités, on avait des options sur ces matières-là, mais aujourd'hui, il faut le rendre obligatoire. Et c'est dans cette transformation qu'on est aujourd'hui. Et c'est aussi grâce en partie au réveil des étudiants. Rémi, je te donne la parole. Merci. C'est vrai qu'à la Convention des entreprises pour le climat national, 2 fois de suite, des gens pour un réveil écologique, les AFALCO, sont venus dans un premier temps pour apprendre à décoder le greenwashing. Donc là, les dirigeants qui commençaient à s'exciter en disant c'est bon, on a compris, on va y arriver, ça leur a remis une couche. Et puis à la dernière session, donc prendre son envol, etc., il y a eu un témoignage de 4 jeunes, 2 entrepreneurs et 2 personnes pour un réveil écologique. Et ça a été la séquence la plus émotionnelle possible sur... on compte vraiment sur vous, avec toujours cette exigence et cette impertinence, mais on compte vraiment sur vous. Et il y avait la larme à l'œil d'un DG de 10 000 personnes qui était juste à côté de moi, qui disait OK, il y a besoin de cette vague-là, donc merci de faire ce boulot. Adaptation, atténuation. Donc, moi, j'ai un autre métier qui est guide de haute montagne dans le massif du Mont-Blanc. Et l'adaptation, ça fait déjà longtemps qu'effectivement, il y a des itinéraires que l'on ne fait plus. Il y a du matériel qu'on change. Il y a même peut-être des renoncements. Et donc, dans l'adaptation, parfois, ça peut aller vraiment très, très loin. C'est juste mon petit poignage personnel pour dire que quand on est confronté à la nature, au vivant, quel que soit le métier ou le hobby, on prend plein de leçons. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai du mal à distinguer atténuation et adaptation. Quand Thibaut m'a dit on parlera plutôt adaptation, je dis non, la priorité c'est quand même sauver les meubles. Et en même temps, il y a des liens très très forts. C'est-à-dire que l'atténuation va nécessiter des adaptations très très fortes en mode de vie du consommateur client-citoyen, dans les entreprises, dans une feuille de route ou un modèle économique d'une institution qui fait de l'enseignement, etc. Donc il y a un lien entre les deux. Les limites planétaires, je pense qu'aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Là, on les a très vite évoquées, etc. Les 9 limites planétaires, azote, phosphore, c'est quoi le problème ? Il y a une culture générale, un peu plus que culture générale, à avoir. Il y a un ticket d'entrée, et c'est ce qu'on fait dans la session 1 de la CEC.
parce que comme disaient les Lumières, hein, il faut oser savoir, sans savoir, on ne décide pas forcément bien, donc il y a quand même un ticket d'entrée. Sur les 9 limites planétaires, je ne vais pas les réciter là, mais sur la biodiversité, par exemple, un bio, ça veut dire le vivant, donc s'il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de vivant, il n'y a pas de vivant, il y a de la mort. Donc même si on résout le problème et qu'on fait de la fusion nucléaire, est-ce que ça reste vivant malgré tout s'il n'y a plus les fameux insectes, par exemple? Ce que je voulais dire aussi sur les 9 limites planétaires, si vous allez regarder, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je rajouterai quand même les métaux, les minéraux rares. Le tableau de Mendeleïev, pour les ignorants par ici, on peut quasiment, pour chaque élément de ce tableau de Mendeleïev, voir des échéances qui se comptent en dizaines d'années, en 100, 200, 300 ans, si je regarde l'argent, mais pour le cuivre, c'est encore plus tôt, etc. Donc, de toute façon, il va falloir s'adapter à cette pénurie. En plus, avec un taux de recyclabilité qui est très très faible pour les métaux rares. Donc, Oui, non seulement il n'y en a pas beaucoup, on peut en extraire de moins en moins, et en plus, c'est très peu recyclable. Oui, voilà, c'est ça. Puis de plus en plus de tonnes d'extraction pour avoir le gramme ou le kilo qu'il faut. Il y a des entreprises à la CEC, il y avait MTB, je fais de la pub pour eux, etc. Mais dans la prochaine, il y aura sans doute Keos. C'est des entreprises qui font du recyclage, non pas de textiles et d'aliments uniquement, mais de métaux rares. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur adaptation, atténuation, c'est tout pour l'instant. Super Rémi, très bien. Là, on a fait vous avez vu tout maintenant, vous connaissez bien nos intervenants. Je propose de basculer sur la deuxième question. Justement, vous voyez que chacun représente un peu une vision, porte aussi un message fort. Et donc, je leur ai demandé, finalement, vous personnellement, quand on dit, ce serait quoi une grande réponse possible à ces enjeux des minutes planétaires et pour s'adapter, particulièrement sur l'enjeu d'adaptation. Et donc, je voulais entendre justement chacun de ces intervenants pour dire, eux, c'est quoi, quelle est la grande réponse qu'il faudrait privilégier, même si évidemment il faut en privilégier plein, mais que chacun porte un peu une vision différente de comment on peut répondre à cet enjeu d'adaptation. Effectivement, il y a plusieurs solutions. Merci d'ailleurs aux collègues d'avoir complété beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais bien rebondir, mais je ne sais pas si on aura le temps de tout dire. Mais en tout cas, avoir en tête que l'adaptation, c'est effectivement un défi global, mais ça doit être du tailor-made, ça doit être fait au niveau local. Ça pose beaucoup de problèmes de pilotage. Effectivement, on reviendra sans doute sur la question des collectivités et la distance entre les plans nationaux et la réalité de leur mise en œuvre sur le terrain. Si j'avais deux choses à dire sur les solutions adaptation, je dirais qu'une des... je veux quand même aussi souligner un truc, c'est que effectivement l'atténuation qu'on va devoir, les efforts d'atténuation qu'on va devoir faire constituent en eux-mêmes une adaptation, ça a été dit par Rémi, et c'est vraiment ultra important. Sur des solutions, je pense qu'une des bonnes solutions en matière d'adaptation, c'est de ne pas faire de maladaptation. C'est aussi important de le souligner parce qu'on a tendance à l'oublier aussi, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a eu beaucoup d'erreurs en termes d'adaptation aux conditions changeantes d'un environnement. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête en France, j'en ai, mais moi j'aime bien citer celui-là. Ça nous permet de sortir un petit peu aussi de l'Europe. Au Kenya, par exemple, dans la région du Turkana, qui est une région frappée par la sécheresse de manière récurrente, les éleveurs et les autorités ont eu la bonne idée d'implanter sur ce territoire une plante qui s'appelle la Prosopis juliflora, qui vient d'Amérique du Sud, qui est une plante très résistante à la sécheresse, qui est très résiliente, qui s'est multipliée, qui permettait donc aux éleveurs de nourrir leurs troupeaux, leur bétail, des caprins principalement. Et en fait, ils se sont rendus compte à terme que les fruits trop sucrés de cette plante faisaient tomber les dents des chèvres, qui ne pouvaient plus manger, qui ne pouvaient plus se nourrir et qui mourraient. Donc, en voulant solutionner un problème, en introduisant une espèce invasive, on a complètement déstabilisé un écosystème. Et évidemment, c'est des choses qui sont arrivées partout dans le monde à de nombreuses reprises. Donc, il faut bien avoir en tête que quand on décide d'un mode opératoire, il faut être capable d'être vraiment hyper pointu sur le diagnostic de départ pour éviter de complètement bousiller des écosystèmes. Ça s'est fait en France dans certains marais de l'Ouest. En ce qui concerne les bonnes solutions d'adaptation, parce qu'il y en a quand même, il faut le dire, nous, ce qu'on essaie de promouvoir, en tout cas au WWF, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc, qui est une approche pas forcément tech, effectivement, parce qu'on n'en a pas obligatoirement besoin pour des problématiques d'adaptation. On essaie de se reposer sur la nature et sur les services écosystémiques qu'elle peut offrir, soit en les restaurant, soit en les renforçant. Il y a plusieurs exemples qui sont possibles, mais c'est notamment, ça va concerner par exemple les forêts de mangroves qu'on essaye de restaurer. On a un projet depuis plusieurs années à Madagascar qui vise à la fois restaurer et replanter la mangrove qui a été déforestée par les habitants, tout simplement pour utiliser la ressource bois.
comme on va dire un bien commercial en échange d'un revenu. Donc ils ont déstabilisé leur écosystème, ils se sont coupés aussi d'un accès à des ressources de pêche, notamment de pêche de crabe côtier. Donc ils ont un peu détruit leur écosystème. Ils ont rendu aussi leurs plages plus vulnérables aux submersions marines, à l'érosion et à l'élévation du niveau de la mer. Donc en restaurant des mangroves, on part du principe que on réinvente pas la poudre, on fait ce que la nature sait faire, on lui donne un petit coup de pouce en restaurant, en replantant. Ça permet de redynamiser aussi tout un tissu économique, de faire apparaître de nouvelles activités qui avaient disparu parce que la ressource a été trop dégradée. Et donc voilà, ça peut être un bon outil, en tout cas sur lequel s'appuyer pour redonner un petit peu de dynamisme au territoire. Et pour vous donner peut-être un autre exemple de solutions fondées sur la nature qui est peut-être plus adaptée à l'environnement européen, on a sorti un rapport, je crois que c'était l'année dernière, sur les solutions fondées sur la nature en milieu urbain, où on a par exemple valorisé un projet, c'est en Italie à Milan, dans un immeuble d'un quartier de Milan, on a ces 2 tours, où ont été plantés à peu près, je crois, 3000 arbres. Ah ouais, c'est très impressionnant d'ailleurs. Ouais. C'est assez impressionnant, c'est dommage, j'ai pas les photos, mais c'est assez joli d'ailleurs. Mais l'idée principale, donc vous voyez, c'est vraiment Bosco, non? voilà, Bosco Verticale, en italien, donc la forêt verticale. Et l'idée, c'est d'avoir l'apport des végétaux, notamment dans le cadre de la séquestration du CO2, mais surtout en été, ça permet de réduire la température de l'immeuble de 3 degrés sans aucune climatisation. Et évidemment, c'est tout bête. Alors après, là, ça demande aussi des compétences en ingénierie bâtiment parce que voilà, vous avez des arbres qui vont pousser dans la structure et c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, le bâtiment en est recouvert, donc ça nécessite d'être pensé évidemment à la base. Donc il y a des compétences techniques et ingénieriques à avoir, mais le fait est que ça fonctionne, ça coûte pas des milliards. Planter des arbres, ça on sait faire. Et ça donne des résultats assez rapidement et de manière assez impressionnante. Donc ça peut être une bonne manière de s'adapter et notamment de répondre à la question des îlots de chaleur, des îlots urbains de chaleur, ce qui va devenir un problème de plus en plus important quand on arrivera à des 50 degrés à Paris dans pas si longtemps. Si, je ne sais plus qui le disait, mais si on continue sur ces trends-là, ça va arriver assez vite. Donc je retiens 3 mots-clés dans ce que vous dites, Bastien. Il y avait des solutions fondées sur la nature. Il y avait, je trouvais, le mot-clé de restauration. Tout à l'heure, Rémi a parlé de renoncement. C'est aussi un mot-clé dont on pourra parler, renoncement. Mais là, vous avez parlé de restauration et donc faire confiance aussi aux écosystèmes existants et plutôt les renforcer plutôt que de plaquer des solutions qui viennent de l'extérieur. Et puis, dans le 3e exemple, c'est aussi finalement des solutions qui permettent de combiner atténuation et adaptation. Finalement, parce que l'arbre, finalement, il fait les deux. Donc, effectivement, ok, super intéressant. Est-ce qu'on peut retenter, Daria, du coup, au niveau technique, là? Pour moi, les grandes réponses d'adaptation, c'est de dire comment on va apprendre à faire maintenant avec la nature. Parce que, juste pour faire un peu le pas entre le changement climatique et la nature, c'est de dire si on n'a plus d'émissions de CO2 d'ici 10 ans, même pas d'ici 50 ans, mais si nos rivières sont toujours polluées, si nos sols sont toujours pauvres, si on n'a toujours pas d'insectes, on ne va pas pouvoir vivre. Donc voilà, la solution, c'est de dire s'il n'y a plus de changement climatique, on aura toujours l'enjeu de se dire comment on va vivre sur cette planète. Voilà. Et donc, les grandes réponses, c'est de se dire il faut maintenant commencer à inclure la nature et tout le vivant dans nos réponses, voilà, dans nos manières de vivre. Et donc là, Bastien, il a souligné une manière de faire avec la nature. C'est les solutions fondées sur la nature. Le biomimétisme, c'est une autre manière de se dire on s'inspire de la nature pour créer des technologies qui fonctionnent différemment, qui sont plus respectueuses, voilà, des conditions des conditions sur cette planète Terre, des limites sur cette planète Terre. On peut aussi, je pense qu'on devrait aussi commencer nous à créer des choses comme la nature. Donc des fois, juste pas s'appuyer sur la nature pour nous rendre les services écosystémiques, mais de se dire, nous, qu'est-ce que nous, on peut faire maintenant pour... et si une ville fonctionnait, rendait les mêmes services qu'une forêt? Parce que c'est la forêt qui nous donne la vie. Et si la ville commence à créer l'oxygène. Donc, dans ce que et vous pas dites... juste la consommer. Voilà. Ouais, ça a marché super bien, Daria, c'est un miracle, on vous a bien entendu.
Merci la technique. Et donc du coup, de ce que je retiens là, vous, c'est une approche très relationnelle finalement, se remettre en perspective, nous, le vivant autour de nous, et finalement aussi la réciprocité, c'est-à-dire de reconnaître tout ce que le vivant nous apporte, et peut-être de se redire, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter au vivant modestement dans notre place, dans cet écosystème complexe. Ok, très bien. Rémi, puis on Oui, finira... juste pour, voilà, et je trouve que là, le biomimétisme, parce que là, c'est vrai qu'on est dans un cadre très innovation, technologie. Ouais. Pour moi, le biomimétisme, là où c'est pour ça que je fais du biomimétisme, c'est que c'est un des rares cadres où, en même temps que faire l'innovation technologique, on va parler de la valeur de la nature, de la valeur qui n'est pas la ressource, mais de la valeur en tant que connaissance, la valeur en tant que respect, et la valeur en tant que se reconnaître à notre place dans la nature. Voilà. Et moi, systématiquement, quand je fais du biomimétisme, donc quoi que ce soit l'entreprise, si c'est Decathlon, si c'est Schneider, si c'est Eiffage, ils m'appellent pour faire du biomimétisme parce qu'ils ne vont pas juste faire l'innovation pour faire encore une démarche d'innovation, mais de faire une innovation qui est ancrée dans cette démarche qui est plus systémique. Top, merci, c'est super clair, Daria. Je donne la parole à Rémi, peut-être. Pour toi, voilà, personnellement, ta vision de c'est quoi une réponse, hein, de quoi devrait être fait la réponse? Alors, comme j'ai noté 6 points, je vais être très court sur chacun des points du coup. Moi, il y a 5 ans, il y a quelqu'un qui me dit mais neutralité, c'est impossible puisque en fait, dès qu'on respire, dès qu'il y a le moindre ovin qui va faire, c'est pas neutre. Donc, juste se rappeler, c'est tout bête, mais la neutralité, c'est il y a autant d'absorption que d'émissions de gaz à effet de serre, et de CO2 en particulier. Donc, ça veut dire que la régénération à travers des écosystèmes, des puits de carbone, c'est une réponse hyper moderne, quoi. C'est pas juste un truc d'ONG, etc. La neutralité, c'est des végétaux qui absorbent autant que ce que l'on émet. Donc ça, il faut vraiment le garder parce que j'étais surpris de ne pas savoir répondre à la personne qui m'avait challengé là-dessus. Deuxième chose, dans les références, le rapport Drawdown, et non pas le rapport Mido qui nous a alerté, lui, mais le rapport Drawdown, on a une trentaine de solutions qui vont taper dans la technologie, dans beaucoup l'agroforesterie, dans aussi l'éducation, comme étant les 30 solutions impactantes avec des pourcentages. Il est quand même un peu vieux, mais ça permet d'élargir en disant il n'y a pas que la techno pour nous sauver. L'autre référence... c'est ma référence de guide aussi, c'est la notion de ligne de crête, c'est-à-dire que, ok, pour ou contre le nucléaire, sobriété aux technologies, réponse locale ou globale, il va falloir, vu l'enjeu, se pousser à être audacieux, à imaginer un truc, ligne de crête, cheminer entre des options qui sont bien confortables, sur chacun milite son option, etc. Par exemple, beaucoup de réponses sont très ingénieurs aujourd'hui, et heureusement, et puis les startups qu'on a eu là, à mon avis, c'est des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, c'est L'Oréal, mais il y a de la biologie avec Darja, et donc comment rejoindre les deux. Il y a plein d'autres lignes de crête qu'il faut qu'on puisse aborder, bien sûr aussi. Une fausse bonne idée, c'est le développement durable. Alors ça a été génial, dans les années 80, développement durable, on essaie de mettre sur un plan d'égalité l'économie, le social et l'écologie. On se dit, bah oui, on va essayer de gérer tout ça, mais en fait, par rapport à la physique et à la chimie, ça ne marche pas. L'économique, c'est une invention humaine comme le sport ou la culture, etc. Ça, c'est juste une activité humaine qui est effectivement, comme le disait Darja, l'humain, c'est un vivant parmi les êtres vivants non humains, qui est lui-même posé sur le système Terre, avec le sol entre les deux, qui fait 20 cm d'épaisseur en moyenne. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, et donc que nos modèles économiques, si je reviens aux entreprises, sont interdépendants avec cet emboîtement-là, et non pas avec un équilibre entre les trois, ça peut être dommageable. Et puis le dernier point, c'est que dans la Convention des entreprises pour le climat, on a placé la barre très haut d'entrée de jeu, très exigeante. Donc il y a business as usual, il y en a de moins en moins, mais ça continue. Il y a l'entreprise responsable, donc il y a de la RSE, on réfléchit, etc. Il y a l'entreprise contributive, donc atténuative ou dans l'adaptation, pourquoi pas. La barre très haut, et d'ailleurs on a eu du mal au début à dire c'est quoi concrètement, c'est l'entreprise régénérative. Alors, soit on est directement lié à du vivant et on peut agir avec sa chaîne de valeur, client-fournisseur, soit indirectement, comment je me dis qu'au-delà de ne pas nuire, je vais régénérer. Il y a des gens qui jettent des papiers dans la nature, il y en a qui ne les jettent pas, c'est très bien, mais moi j'ai un copain, il y a 30 ans, il nettoyait, il ramassait les papiers dans la nature ou sur la plage, et je me disais, il fait plus que ne pas nuire.
Et donc on a cette prétention-là, on a quelqu'un que Christophe Samples qui nous a aidé à mettre la barre là-haut et à visualiser comment on peut y arriver. Super, alors je ne vais pas résumer ces 6 points, mais moi je garde juste un mot là, qui est déjà venu dans ton discours, c'est le terme de radicalité. On voit que par rapport à ce qu'on a dit juste avant, les limites planétaires, aujourd'hui, peut-être qu'il faut accélérer, et quand on parle de réponse, c'est aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule entreprise en France qui peut vraiment se prévaloir de dire je suis complètement régénérative, je restaure plus que ce que je détruis, etc. Je pense que ça n'existe pas encore. Donc on est tous sur cette voie de transformation-là. Et en tout cas, voilà, donc cette histoire de radicalité, je trouve très intéressante aussi face aux enjeux auxquels on fait face. Il nous reste Antoine sur cette question des réponses. Rapidement, pour vous, voilà, c'est quoi le mot-clé qu'on associerait à une réponse à l'adaptation ? Alors moi, vraiment, je pense que le premier enjeu, c'est déjà de bien ancrer le fait qu'il faut, lorsqu'on s'adapte, de prendre en compte l'ensemble des limites planétaires. Donc le sujet est vraiment bien choisi. Juste pour prendre un exemple, parce que c'est un peu théorique tout ça. Si on prend l'exemple de l'agriculture, on sait que le changement climatique il va avoir des impacts énormes sur les rendements agricoles. En gros, d'ici la fin du siècle, le dernier rapport du GIEC, il estime qu'il y a à peu près 80% des terres dont les rendements agricoles vont baisser. Alors certains, ils vont un peu baisser. Il y en a d'autres qui vont beaucoup baisser, ça va de 5 à 80% de baisse des rendements agricoles. Mais ils vont baisser pour 2 raisons, à cause des sécheresses intenses, à cause du manque d'eau dans certains cas, et à cause des événements climatiques extrêmes. On a vu là, le pic de froid qu'il y a eu il y a quelques temps et qui a du coup détruit une partie des rendements des vignes. Alors bon, les vignes, si on n'en a plus, c'est évidemment un gros problème social, mais bon, du point de vue de l'alimentation, on devrait pouvoir y survivre, mais ça a évidemment le même type d'impact sur d'autres types de cultures et des cultures qui sont beaucoup plus essentielles. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'effondrement de la biodiversité, au-delà du fait que ça conduit au fait d'avoir un monde qui est moins beau, parce que moins d'espèces animales et végétales, c'est un monde quand même nettement moins chouette que le monde actuel, ça a des impacts très très concrets sur nos vies. En termes de rendement agricole, il faut bien voir que, évidemment, alors il y a l'exemple un peu tutélaire de la biodiversité des abeilles. Dans les abeilles, la pollinisation des abeilles est évidemment un des maillons essentiels de rendement agricole, mais aussi le fait d'avoir des sols en bonne santé, avec beaucoup de vers de terre, avec de la microbiodiversité, etc. C'est évidemment essentiel pour avoir des cultures et des cultures vivantes. La raréfaction des ressources, ça pose aussi des problèmes supplémentaires sur le champ agricole, parce que à l'heure actuelle, la mécanisation fait qu'on est très très dépendant du pétrole et du fait d'avoir suffisamment de métaux et suffisamment de ressources pour pouvoir construire des tracteurs, etc. Et le dernier point, qui est un peu un des moins connus, c'est que même en termes de pollution, typiquement tout ce qui est la pollution de l'air, dans les polluants de l'air, il y a un polluant qui s'appelle l'ozone, qui n'a rien à voir avec la couche d'ozone, qui est de l'ozone de basse altitude, et en fait l'ozone, il nécrose les feuilles. Et il provoque, pareil, un frein à la croissance agricole, et on considère déjà que les niveaux d'ozone actuels qu'on a en France, ils nous font perdre à peu près 10% des rendements agricoles sur certaines plantes, comme le blé, céréales, pommes de terre, etc. Et alors l'ozone manque de peau, en termes de pollution de l'air, la situation elle s'améliore plutôt en France en ce moment. Il y a une exception, c'est l'ozone, parce qu'en fait l'ozone il se forme quand il y a des fortes chaleurs et des fortes températures. Et avec le changement climatique, évidemment, les conditions sont de plus en plus propices à l'apparition de l'ozone. Donc tout ça pour dire que si on veut s'adapter et adapter un secteur en particulier, le secteur agricole comme les autres, il faut prendre en compte l'ensemble de ces facteurs. Et du coup, je suis vraiment infiniment d'accord avec Rémi, il y a un coût d'entrée et il y a un besoin de formation qui ne pourra pas se régler uniquement dans les écoles, parce que là, tous ici, on est sortis d'école déjà, et pour la plupart, on a besoin, moi le premier, de continuer à monter en compétences sur ces questions pour être efficace dans notre métier et pour pouvoir prendre en compte les enjeux écologiques. Et donc ça se fera dans les entreprises, ça passera par le fait que les entreprises permettent aussi à leurs salariés de se former sur la compréhension globale des enjeux écologiques et sur les enjeux propres à leur secteur d'activité. L'adaptation, quand on vient là, il faut voir que ce n'est pas quelque chose qui va se jouer uniquement, voire principalement au niveau des entreprises, parce que c'est un enjeu complexe. Et c'est un enjeu qui nécessite déjà qu'au niveau national, qu'au niveau de l'État, on se fixe des objectifs d'adaptation. On a des objectifs d'atténuation, notamment de nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a une stratégie nationale bas carbone, elle a plein de manques, elle n'est pas assez efficace, pas assez suivie, etc. Mais elle existe et elle pose des objectifs clairs. Ces objectifs-là, on ne les a pas en matière d'adaptation. On a un plan national d'adaptation au changement climatique, donc qui concerne que le changement climatique, et qui en plus, qui est en fait un plan qui rassemble plutôt des bonnes pratiques, mais qui a absolument rien de contraignant, et que, je pense que si on fait un sondage, absolument personne d'entre vous ne connaît. Donc, il faut déjà qu'au niveau national, on se mette d'accord sur ce à quoi on veut s'adapter. Est-ce qu'on mise sur le fait qu'on va être capable de limiter le changement climatique à 2 degrés, et donc on va s'adapter à ce changement climatique-là, ou est-ce qu'on se dit que on va pas y arriver, donc il vaut mieux qu'on se prépare dès maintenant à s'adapter à un changement climatique de 3 degrés, 4 degrés, etc. Pareil sur l'effondrement de la biodiversité.
biodiversité. Pareil sur les ressources, pareil sur les pollutions. Bon, les pollutions, autant c'est local, autant l'effondrement de la biodiversité, c'est mondial. Donc, est-ce qu'on mise sur le fait qu'on va réussir à stopper prochainement l'effondrement de la biodiversité, ou que on a déjà fait disparaître 70% des populations de vertébrés et ça va peut-être s'accroître. Bon, ça, c'est des questions qu'il faut qu'on décide au niveau national. Ça prend en compte évidemment, faut faire délibérer les citoyens, les conventions des entreprises pour le climat, c'est un bon exemple de truc qui permet de faire monter des propositions de la part d'entreprises. Il faut évidemment impliquer les citoyens de façon générale, les syndicats, les experts, notamment les scientifiques du GIEC, de l'IPBES, etc. Puis après, il faut vraiment que ces objectifs ils s'imposent au niveau local. Il faut que les collectivités, les régions, les départements, ils aient ces objectifs. On leur dise, voilà, d'ici 30 ans, il faut que, si on s'imagine qu'on va avoir 1 mètre d'élévation de la mer d'ici la fin du siècle, d'ici 30 ans, il n'y a plus personne qui doit être exposé à l'élévation du niveau des mers. Faites ce que vous voulez. Évidemment, on vous finance, on partage les efforts, etc., etc. Mais vous avez un objectif clair et vous pouvez mettre en place toutes les solutions possibles pour faire en sorte qu'on n'ait plus personne qui soit exposé à des inondations liées à l'élévation du niveau des mers. Et ça, du coup, ça nécessite un travail assez démentiel. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent avec des collectivités, mais vous avez un nombre de plans dans les collectivités qui est assez dément. Alors, ceux qui connaissent, il y a les PCAET, les SRADET, les PLU, etc. Donc, on adore les documents de planification et les acronymes incompréhensibles. Mais il faut bien voir qu'il faut que ces objectifs d'adaptation ils soient ancrés dans ces documents de planification locaux. Et ça implique aussi des entreprises, non seulement parce qu'il y a des entreprises qui fournissent ces solutions, mais aussi il y a, et c'est très important, des entreprises qui permettent d'élaborer un peu l'estimation de la menace. Il y a typiquement, alors moi il y en a une qui est assez connue, qui s'appelle Calendar Intel, mais il va falloir des entreprises aussi pour être capables d'anticiper localement en fait, l'élévation du niveau des mers d'1 mètre. Est-ce que ça concerne mon territoire ou pas? Est-ce que l'effondrement de la biodiversité, ça va avoir un impact très concret sur mes cultures ou pas, etc., etc. Donc il y a vraiment même si la solution ne sera pas résolue uniquement par les entreprises, et au contraire, il faut que ça soit quelque chose qu'on prenne en compte collectivement, les entreprises, c'est évidemment un des maillons de la chaîne de l'adaptation de l'ensemble de notre pays aux crises écologiques. Merci Antoine. Vous disiez besoin de formation de tout le monde. Je vais juste poser une question à la salle. Levez la main. Est-ce que qui, avant cette table ronde, avait déjà entendu parler des 9 limites planétaires dont on n'arrête pas de parler ? Et après, on vous interroge pour vérifier que vous les connaissez toutes par cœur. C'est ça. Non, mais c'est pas mal quand même. On a un public très éclairé là en fait. La moitié à peu près avait déjà entendu parler des 9 limites planétaires. Ok. Non, mais c'est ça. C'est sur du déclaratif. Mais ouais. Je suis assez impressionné. Ok. Déjà, le mot limite, Oui. c'est déjà une révélation par rapport à il y a 20 ans. Bien sûr. On a fait le tour de tout le monde là, sur cette question de réponse. Maintenant aussi, comme on est dans le High Forum, c'est quand même la vitrine de la tech grenobloise, les startups, etc. etc. Je trouvais aussi que c'était intéressant de reposer dans une table ronde comme celle-là la question de la place de la science et de la techno dans la réponse. Et donc, pareil, on s'est prêté à ce petit jeu de nous, chacun, de dire, finalement, est-ce qu'on avait développé une vision, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais de vraiment de mettre ça au centre. Vous savez que Rémi a parlé ligne de crête, il y a les techno-optimistes, les techno-pessimistes, etc. Ok, mais est-ce qu'on peut avoir une vision un peu plus équilibrée là-dessus? Et donc, la question que j'ai posée aux intervenants, c'est, vous, dans votre pratique à vous, à quoi vous sert la science en fait? Alors il y a la science et puis après il y a la techno, ce qui est un peu différent aussi. Donc Bastien, je commence par vous. WWF, vous dans votre métier, voilà, quelle interaction vous avez à la fois avec la science et la technologie? On a un rapport qu'on met souvent en avant, puisqu'on a essentiellement, en tout cas dans le département où je travaille, des gens qui ont une formation scientifique. Je le disais, c'est essentiellement des ingénieurs, même si ce n'est pas mon cas. Moi, je viens plutôt de la géographie et des relations internationales. Mais on se présente comme une organisation science-based, donc on considère qu'on doit sourcer, faire un travail scientifique qui va soutenir un rapport avec des arguments, qui va appuyer un plaidoyer pour demander effectivement une avancée, une modification de la législation, quelque chose d'ambitieux, etc., etc. Donc on s'appuie sur la science avec toutes les limites que ça a, comme on le disait tout à l'heure en introduction, qu'on est à un niveau où on ne sait plus si la science, en tout cas de diagnostic, suffit à emporter l'adhésion du public. Il y a effectivement la question du ticket d'entrée qui est un peu complexe parce que voilà, tout le monde... alors, il y a une nécessaire formation, à mon avis, des élites et des décideurs
il y a quelque chose qui s'est enclenché sans doute. Bon, on ne va pas embarquer tout le monde aussi dans cette aventure et on ne fera pas de tout le monde un ingénieur ou un spécialiste du climat, même si ça évolue. Et je trouve très bien d'ailleurs qu'aujourd'hui ça devienne quelque chose qui soit un peu mainstream dans la formation des jeunes. J'avais à l'époque où j'étais à l'IRIS moi-même poussé pour qu'on forme les militaires aussi aux enjeux liés aux impacts du réchauffement climatique, et j'avais eu le privilège de le faire, en tout cas de donner un des premiers cours sur le climat aux étudiants de Saint-Cyr, et on voyait qu'ils étaient formés aussi, avides et déjà hyper compétents, mais pas toujours en accord avec les plus hauts gradés qui avaient plutôt l'âge de leurs parents, quoi. Donc ça, j'ai l'impression que ça progresse. En termes de solutions, ce que peut apporter la science, évidemment, beaucoup de choses. Et en fait, nous, on n'est pas forcément toujours très porté sur la science. Au WWF, je disais, on parle de solutions fondées sur la nature. Quand je viens dans ce genre d'endroit, en fait, je suis assez rassuré et en même temps un peu effrayé, parce que je me dis, il y a plein de choses super ici qui sont développées, qui sont portées. J'ai qu'une seule crainte, c'est est-ce que ça va être bien utilisé ? Est-ce que ça ne va pas être détourné ? Est-ce que ça ne va pas être aussi en décalage avec l'agenda économique des investisseurs aussi, qui ont pu décider de financer de la R&D sur une autre solution technique, et que du coup les fonds ne sont pas disponibles pour la solution qui est sortie 6 mois après et qui est peut-être beaucoup plus performante. Donc il y a plein d'enjeux comme ça qui font qu'on est contraint de constater que l'agenda économique fixe encore celui de la science bien souvent quand il s'agit des technos et des solutions, et que ça peut être un peu dangereux. Donc le tout, c'est d'éviter que certaines solutions soient dévoyées et notamment récupérées par le marketing. Je pense que c'est aussi un grand problème. En tout cas, moi je dis toujours que les gens du marketing sont trop forts, parce qu'ils sont trop nombreux, ils sont trop bien formés, ils sont trop puissants. Ils ont été formés chez nous. Pardon ? Ils ont été formés chez nous, c'est pour ça. Peut-être qu'ils ont été formés chez vous, mais en tout cas, ils arrivent souvent à détourner des choses qui, au départ, sont très vertueuses, mais pour vendre des trucs qui ne devraient pas avoir un tel succès commercial. Donc c'est un peu aussi, moi, en tout cas, la limite que je vois dans la science, oui. Pour faire quoi, c'est une autre histoire. Et ça pose tout un tas de questions. L'indispensable question du modèle économique. Clairement, s'il n'évolue pas, la science ne suffit pas, clairement. Et pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire aussi. Pardon, ça m'est sorti de la tête. Oui, voilà, très important. Nous, on a aussi une approche qui est quand même très centrée sur la sobriété. Donc, il y a ce rêve prométhéen qu'on doit abandonner, même si c'est le propre de l'homme que de devoir résoudre ses problèmes par l'intelligence, par la science, par la technique. Mais je pense que le message qu'on doit tenir tous ici, même dans les startups, et je suis content parce que je l'ai entendu porter par plein de gens, c'est qu'on ne va pas s'appuyer uniquement sur la tech, parce que ce n'est pas possible. De toute façon, il va falloir, c'est la ligne de crête que décrivait Rémi tout à l'heure, entre sobriété et solutions technologiques. On ne peut pas choisir, il faut faire les deux, parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à imposer l'un ou l'autre, c'est impossible. Mais faire de la tech sans sobriété, ça n'a aucun sens de mon point de vue pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres en matière d'adaptation et d'atténuation. Donc il va falloir faire moins, faire mieux, faire différemment. Peut-être il va falloir renoncer à certains usages. Alors je ne sais pas si on va renoncer au vin en France, là vous ouvrez un chapitre qui est quand même un petit peu dangereux. Moi je ne vous suivrai pas sur ce terrain, mais en tout cas il y a une vraie question. Quels seront les cépages qui seront plantés dans nos régions françaises ? Ça ne sera sans doute pas les mêmes dans 20 ans. Mais il y a des choses qu'on va devoir sans doute abandonner. Il va falloir leur tourner le dos. Mais par rapport à ce que vous disiez, là, on est déjà environné de technologies sous-optimales. On voit nos claviers AZERTY juste devant nous, là. Donc ça, vous dites, j'espère que ce sera les bonnes technos qu'on poussera. Ça, on n'en est jamais sûr. Par contre, ce que je vois là, et le Live Forum aujourd'hui, on est un peu la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'événements. Puis Anne-Sophie en a présenté un autre qui aujourd'hui vont essayer de diriger les investisseurs vers des technologies plus vertes. Donc, mais on a encore des technologies qui lèvent des milliards d'euros et qui font des cartes à collectionner électroniques. Mais en tout cas, on voit quand même que le système est capable aujourd'hui de pousser des nouvelles technos plus vertes. Mais, ouais. On est d'accord, il y a l'innovation qui est potentiellement plus verte, mais quel va être son usage final ? Pour quelle utilisation ? Si c'est pour du pur loisir, si on réduit l'empreinte carbone des quads, je ne sais pas si on aura tout résolu, quoi. Okay. Je parle des quads récréatifs utilisés dans le désert saoudien, par exemple. Mais vous voyez, c'est une vraie question. Daria, est-ce qu'on retente de vous écouter sur vous dans votre pratique ? Parce que ce que vous avez beaucoup dit tout à l'heure aussi, ce que vous avez commencé à dessiner, c'était aussi une approche assez sensible de notre rapport au vivant. Je voulais bien qu'on revienne là-dessus. Et donc, aussi pareil, vous êtes biologiste de formation, vous l'avez rappelé. Vous, donc, dans vos initiatives, la place de la science et de la techno. On essaye.
Allez-y, parlez, puis je pense que ça va s'installer progressivement. On va essayer tout à l'heure, ça fait ça, le son s'est stabilisé après. On va parier là-dessus. Ok. Je suis un optimiste. Bon, moi, j'aime bien, je suis scientifique. J'adore la science. Je suis en constant voilà, je suis au quotidien, je suis avec les scientifiques, voilà, je travaille avec les départements de R&D, d'innovation chez les grandes entreprises, voilà, la technologie, je fais plein de choses, voilà, donc j'ai pas envie de tout faire un discours contre la technologie. J'aimerais juste rappeler que la technologie, c'est pas une personnage, hein, elle a rien fait, la technologie, on n'a pas les problèmes à cause de la technologie, et la technologie va pas résoudre les problèmes. Ce qui fait les choses, c'est que la technologie, en fait, fait juste ce que l'humain veut dire de faire. Et donc, il faut se rappeler de ça. Hein. Dire la technologie, c'est un outil, et elle va faire ce que nous, on lui dit de faire. Donc le problème, c'est nous, quoi. Oui. Le problème, c'est nous, et la solution, c'est nous aussi. Hein, c'est ça. Et il faut insister un peu plus, plutôt que se demander pour moi sur cette question, mais c'est quoi la cause technologie de demain qui va transformer le monde? Oui, elle va le transformer, on va faire des outils qui vont, on va utiliser moins d'énergie, on va purifier de l'eau, on va recycler des matières dans la manière dont on n'a pas pu faire, on va pouvoir détecter la pollution. La technologie, elle va faire tout ça. Hein. Mais je pense que la clé de la question, c'est de dire, mais quel humain nous avons besoin d'être pour transformer ce monde. Et pas quelle technologie nous avons besoin. Voilà. Et là, je trouve que les sciences dures, hein, dans lesquelles j'ai fait partie, ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Ils nous ont donné tous les rapports, ils nous ont donné toutes les prévisions. On sait exactement où on va voir la guerre, où on va voir la sécheresse, où on va voir l'inondation. On le sait tout ça. Et nous, en tant qu'humains, on n'a pas réagi parce qu'on n'a pas travaillé sur nous, les humains, sur cette question de l'humanité. Et je trouve que là, il y a une autre science hein, qui va devenir de plus en plus importante. Et peut-être c'est cette science d'émotion, hein, cette science de cœur, cette science de la beauté, la science de la coopération. Je suis experte en coopération dans le vivant. On s'est enfermé aussi dans ce monde de compétition vers cette question de coopération alors qu'on est un être profondément social, dans un monde intrinsèquement interconnecté. Voilà, et donc ouvrir un peu tous ces sciences-là. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de toutes ces sciences-là pour nous guider en tant qu'humains, et derrière, toutes les bonnes technologies vont suivre. Ok, merci Daria. Rémi Antoine, vous voulez réagir sur ce qui a été dit déjà par Bastien et Daria sur cette question de la science ou rajouter aussi un complément, Antoine? Je veux bien rajouter un complément. Donc déjà, j'espère que je n'ai pas trop vexé les exploitants viticoles présents dans la salle. Les nombreux exploitants. Les consommateurs peut-être. Et les consommateurs. Non, alors par rapport à la science et la technologie. Alors, par rapport à la science, nous, au sein du collectif pour un réveil écologique, on a un constat très simple, c'est que même si les controverses scientifiques existent et que la science est fondamentalement imparfaite, c'est notre meilleur moyen d'appréhender le monde tel qu'il est à l'heure actuelle et de l'anticiper un peu. Donc nous, quelque chose qu'on demande vraiment aux directions d'entreprise, et d'ailleurs on s'y astreint nous-mêmes aussi, c'est de lire et de passer un peu de temps chaque année à la compréhension des enjeux écologiques, hein, parce que c'est aussi une science en mouvement. Donc à minima, évidemment, lire les résumés aux décideurs des rapports du GIEC. Alors il y a aussi l'équivalent sur la biodiversité, donc, qui est fait par l'IPBES. Il y a aussi un résumé aux décideurs du dernier rapport de l'IPBES, donc, qui fait l'état des lieux, la synthèse des connaissances qui ont été produites sur l'effondrement en cours de la biodiversité, des connaissances scientifiques. Donc ça, on peut vraiment tous aller le faire, hein. C'est accessible, c'est parfois un peu ardu, mais c'est compréhensible et on peut vraiment tous y aller. C'est quelques dizaines de pages et en quelques jours, en quelques soirs, ça se lit bien. Et c'est vraiment indispensable pour comprendre là où on en est à l'heure actuelle et essayer, alors notamment le GIEC, hein, il y a toute une partie sur le constat physique, c'est quoi le réchauffement climatique, mais il y a aussi toute une partie sur les solutions et ce qu'on peut attendre dans secteur par secteur pour décarboner nos activités, notre économie. Il y a aussi toute une partie sur l'adaptation dans le deuxième rapport là, qui vient de sortir. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller y passer un peu de temps. Nous, au sein du collectif, on a essayé de faire en sorte que ça soit un peu accessible au plus grand nombre. On a lancé une campagne, on s'est compromis avec Média Transport, pour lancer une campagne dans le métro parisien et dans les gares
pour aller afficher une affiche qui du coup mettait en lien un résumé du dernier rapport du GIEC. Et donc du coup il y avait plein d'affiches avec des faux burgers qui prenaient la tête d'une terre et qui incitaient à lire le rapport du GIEC. Donc c'est pour dire que même les méchants marketeurs ont aussi un boulot et peuvent aussi, en choisissant bien ce à quoi ils contribuer au fait d'avoir une société plus soutenable. Mais il faut bien choisir. Alors par rapport à la technologie, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de voir que déjà c'est une partie de la solution, il y a aussi un peu tout un discours dans nos milieux écolos, les miens aussi, qui est de dire oui, maintenant, la technologie, il ne faut pas compter dessus, il faut vraiment tout faire par des changements de comportement. Bon, je pense que ce sur quoi il ne faut pas trop compter, c'est des paris technologiques. Ça, effectivement, compter sur des technologies miraculeuses qui vont résoudre tous les problèmes, ça, effectivement, je pense que si on trouve des moyens de se déplacer dans des véhicules individuels qui consomment très peu de ressources, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, qui n'artificialisent pas les sols et qui n'émettent pas de polluants, on prendra. Mais bon, tant qu'on n'a pas, faut faire sans. Il faut essayer de voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire pour être à la hauteur de la situation sans. Pour prendre un exemple très concret, parce que ça concerne aussi vos business models, il faut toujours vérifier que la solution qu'on propose et que les progrès techno qu'on propose sont à la hauteur de l'urgence écologique. Il y a certaines des solutions qui étaient primées avant qui sont hyper intéressantes sur l'électrification des transports et sur le fait de faciliter le rechargement des véhicules, etc. etc. Ce qu'on sait, alors c'est quelque chose qui est bien documenté dans le dernier rapport du GIEC, dans certains des derniers rapports de l'AIE. Comme je le disais au début, c'est que les véhicules, notamment individuels de l'avenir, c'est vraiment des véhicules électriques. On ne peut pas avoir des véhicules thermiques dans 30 ans et espérer maintenir le réchauffement climatique à un niveau acceptable. Mais on sait aussi qu'avoir des véhicules électriques en aussi grand nombre que les véhicules thermiques actuels, c'est pas possible. Et pour des raisons de matériaux, d'émissions de gaz à effet de serre en cycle de vie, c'est pas possible. Et avoir des véhicules de grande taille, c'est pas possible non plus. Les SUV et l'essor des SUV, c'est la seconde source de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en Europe ces 10 dernières années. Donc du coup, dans les solutions qui permettent l'électrification, il faut prendre en compte tout ça. Et par exemple, faut permettre de faire en sorte que les solutions d'électrification, elles profitent plutôt à des petits véhicules électriques qu'à des gros véhicules qui ne sont pas soutenables et du point de vue ressources et du point de vue climat. Donc d'un point de vue technique, il faut vraiment voir que les progrès technologiques, c'est une part importante de la solution, mais c'est une part importante de la solution à condition qu'on se préoccupe bien de l'ensemble des limites planétaires, de vérifier que c'est une solution qui ne fait pas des progrès, qui entraîne suffisamment de progrès pour être écologiquement soutenable, et que c'est une solution qui ne nuit pas par ailleurs aux autres enjeux environnementaux. Super clair, merci Antoine. Rémi, Oui, question technologique, et après on basculera sur notre dernière séquence. Après, Ouais, c'est ça. Technologie, oui, Dr Jekyll et Mr Hyde, en fait, quelque part. À titre personnel, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de faire biologie après une belle école de commerce et mon métier de guide. La transdisciplinarité, elle est fondamentale, donc moi j'ai eu cette chance-là, qui est une malchance aussi, c'est-à-dire que je suis spécialiste de rien, moi je bug toujours sur les kilowattheures, les calories, etc. Et je fais semblant de comprendre pour ne pas arrêter les débats, donc je pense qu'il faut assumer ça aussi, donc accumuler de l'expérience, de la connaissance, mais oser discuter avec d'autres personnes. Conférence des grandes écoles, ils ont identifié 5 compétences à renforcer, quelles que soient finalement, qu'on soit à l'IEP, qu'on soit à l'INP, qu'on soit à GEM ou en sociaux, ou qu'on soit à la fac de bio. À chaque fois, c'est des territoires assez différents. Les gens ne sont pas habillés pareil, ils n'ont pas le même vocabulaire. Moi, j'ai la chance d'avoir des étudiants de ces différentes, donc il faut que ça bosse ensemble. Conférence des grandes écoles, 5 compétences très transverses. Alors la coopération, elle n'est pas nouvelle, mais justement, cette coopération avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, c'est absolument nécessaire, donc avec vos parties prenantes. Et puis je mettrai juste la deuxième, je ne vais pas les citer les 5, mais la systémie. C'est vrai que le vivant, la biologie apprend la systémie, la complexité. Là, je mettrai une petite différence, c'est-à-dire la science de l'ingénieur aborde des sujets compliqués. Et les 3 lauréats qu'on a eu là, c'est hyper compliqué ce qu'ils mettent en place. La science du vivant, c'est la complexité, il y a de l'humilité. Et en logique d'innovation, par exemple, puisque c'est le thème du forum d'innovation, on ne va pas chercher à traiter les causes de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on veut aller dans la complexité, on va se projeter 2030, on va se dire, tiens, on imagine qu'on a réduit de 50%, je me rappelle Renault Truck, par exemple, qui était à la CEC, 50% de véhicules produits en moins, qui font 50% de kilomètres en moins. Quelque part, ils font leur part sur l'objectif européen, par exemple. Eh bien, on regarde ce que ça donne, et en regardant ce nouveau métier, cette nouvelle manière de faire, en fait, il y a carrément des leviers qui apparaissent, il y a même une raison d'être nouvelle qui apparaissent, et on va un peu vers l'économie de la fonctionnalité, pour ceux qui connaissent, tout en faisant le job, tout en rendant les services, pour le coup, plus régionaux qu'internationaux.
Et là, on est en mode complexe, c'est-à-dire que, c'est pas la logique des causes, c'est la logique des solutions. Puis il y en a une deuxième, dans la complexité, s'il y en a qui font de la permaculture plus ou moins poussée, ici, un mot que j'ai appris il y a moins de 2 ans, l'effectuation. C'est ce que font d'ailleurs les start-upers, paraît-il, depuis longtemps, mais là, appliqué à nos sujets. L'effectuation, c'est-à-dire, j'ai une ambition, je lance un truc, je regarde, là ça pousse pas, j'enchaîne là-dessus, tiens, ça me fait aller chercher une nouvelle partie prenante, etc., etc. Et puis 10 ans plus tard, le gars qui nous montre son jardin de permaculture, on lui dit, mais comment tu avais pensé à tout ça? Il dit, j'y ai jamais pensé à tout ça. Par contre, je suis allé dans cette direction-là. Donc ça fout un peu les chocottes en termes d'innovation. Alors c'est de l'agilité, mais x10, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un projet avec une méthode agile, c'est carrément, je vais dans une direction et je suis ouvert à toutes les opportunités. Voilà. Et puis pour la technologie, moi je vous invite à lire un livre qui m'a vraiment ouvert, c'est la permaéconomie, Emmanuel Delannoy. Il parle de thermodynamique, il parle d'économie, il parle d'emploi, il parle du vivant. Donc on déconnecte, c'est pas soit le vivant, soit etc. Et entre autres, il dit que les écosystèmes vivants sont très efficients, très autonomes, très prospères, très pérennes, c'est tout ce qu'on cherche, parce qu'ils échangent 3 choses, de l'énergie, de la matière et de l'information. Et qu'en fait, pour échanger le moins de matière et le moins d'énergie possible, ils échangent un maximum d'informations. Et c'est là que je me dis, par exemple, de l'intelligence artificielle inside des modèles économiques peut permettre de nettement diminuer la consommation d'énergie ou de matière. On le retrouve dans la circularité des matériaux ou d'autres choses. On va tracer des choses. Et puis on le retrouve dans la fonctionnalité. Louer des pneus Michelin robustes à durée de vie illimitée parce qu'on peut tracer leur utilisation plutôt que vendre tous les 5 ans des pneus. Donc je finis par une note positive sur en quoi la technique, la technologie informatique en l'occurrence, peut être au service d'une vraie cause. Merci Rémi. Moi, de ce que je retiens aussi de ce que tu dis, j'entends le mot décloisonnement, et donc ça va nous amener à notre dernier thème dans cette table ronde, avant qu'on vous donne la parole pour poser des questions dans la salle. C'est la question du territoire, parce qu'en introduction, je vous disais que je coordonnais moi-même une chaire de recherche sur territoire en transition, et je voulais écouter aussi nos intervenants sur cette question de très bien, mais ces réponses, ces solutions, elles vont se construire à quelle échelle en fait? Et donc tout à l'heure, on a un petit peu parlé avec l'adaptation et l'eau, et en disant oui, l'eau c'est quand même un enjeu très local, et donc il faudra que la réponse soit construite aussi au niveau local. Mais donc je voulais aussi qu'on aborde cette question-là face aux limites planétaires, le bien vivre, ok, comment ça peut se construire au niveau du territoire, parce que on a parlé de l'individu, on a parlé d'entreprise et le territoire et les écosystèmes en fait dans les territoires. Mais là, quand je parle d'écosystème, c'est plutôt écosystème d'acteurs plutôt que écosystème biologique. Le territoire, qui veut prendre la parole en premier? Antoine, c'est parti. Je peux. Donc comme moi je disais, il y a vraiment une partie de la solution qui est à trouver du côté des territoires, puisqu'une fois qu'on s'est fixé des objectifs, en fait, pour être sûr d'utiliser les solutions qui vont être les plus pertinentes, ça peut se décider qu'en fonction des conditions géographiques, sociales, etc. Pour prendre qu'un exemple, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu 1 an et demi, il y a eu tout un dôme de chaleur, notamment au-dessus de l'Amérique du Nord. Il y a eu des conditions de température qui étaient assez démentes, notamment au niveau du Canada. Et il y a eu dans des grandes villes canadiennes des gens qui en fait ne parvenaient plus à vivre chez eux, donc qui sont soit allés vivre dans leur cave, soit alors il y a eu des gymnases qui ont été adaptés, qui ont été climatisés. En fait, les gens se retrouvaient en journée dans les gymnases et pour juste passer la journée et pas être dans des conditions de vie. Voilà. Il y a eu plusieurs centaines de morts immédiates, notamment des personnes âgées dont on s'occupait pas assez et qu'on n'a pas assez suivi. Et ça pose des questions. Alors, on parlait des 50 degrés en 2050. En fait, quand on regarde un peu l'évolution des températures, on voit qu'avoir des températures très ponctuelles de 50 degrés à Paris en 2050, c'est quelque chose qui est complètement atteignable. On ne va pas y passer 3 semaines, ce sera peut-être que 45 degrés pendant 3 semaines, mais des pics de température à 50 degrés, c'est quelque chose qui, dans les modèles climatiques, est tout à fait imaginable à des échéances qui nous concernent tous ici. Et dans ces conditions, il faut évidemment que les villes concernées, les territoires concernés, ils s'adaptent. Et par rapport aux questions de santé dont on parlait là, est-ce que ça veut dire à certains endroits, et dans des villes très denses, de créer des endroits ou des zones partagées, donc des gymnases qu'on peut reconvertir facilement ou autres, dans lesquels des gens, lors des périodes de forte chaleur, peuvent être accueillis dans des conditions
conditions convenables, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les personnes âgées ne soient pas laissées à elles-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour les suivre, etc. Il y a des plans canicules déjà en France, mais ce n'est pas du tout poussé à cette ampleur-là, en dehors notamment des EHPAD ou des endroits où les gens sont particulièrement fragiles. Donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte que localement, les collectivités puissent se saisir de tout ça. Il y a un autre truc qui me semble vraiment très important localement, c'est de prendre en compte la compétence et l'expertise et des agents et des salariés dans les entreprises. On a lancé la semaine dernière à Pour un réveil écologique un outil avec la CGT, parce qu'en fait les syndiqués de la CGT se rendent bien compte que les enjeux écologiques c'est un enjeu de survie pour les entreprises, et parce que en fait il y a tout un tas de secteurs d'activité qui vont devoir fermer si on veut construire des sociétés écologiquement soutenables, et donc il faut anticiper la reconversion des salariés concernés dans des conditions géographiques, sociales, etc. acceptables, mais aussi parce qu'ils voient bien que déjà le changement climatique crée des conditions de travail de plus en plus insupportables, alors évidemment pour tous les métiers en extérieur, mais aussi pour une partie des salariés en intérieur qui sont dans des bâtiments mal isolés, mal climatisés, etc. etc. Et donc tout ça, ça doit à tout prix être anticipé, et ça doit être anticipé, et les réponses qu'on doit trouver doivent prendre en compte l'expertise que possède chaque agent et chaque salarié. En tant que dirigeant d'entreprise, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle, vous n'arriverez pas à avoir une vue complète des 9 limites planétaires dont on parlait, il faut en avoir conscience, mais vous n'aurez pas le niveau d'expertise que peuvent acquérir chacun dans leur métier vos salariés, et que peuvent atteindre chacun dans leur métier les agents des collectivités. C'est vraiment important de leur donner les moyens de les solliciter lorsque vous élaborez les plans environnementaux de votre entreprise, et du point de vue de l'atténuation et du point de vue de l'adaptation, et de leur donner la capacité, alors que ce soit via les représentants du personnel ou via les salariés de façon générale, de faire remonter ces propositions régulièrement. Alors c'est les deux, c'est et leur donner les moyens de se former et les moyens de proposer des solutions face à ces enjeux environnementaux. Donc des plans d'adaptation locaux qui seraient faits au niveau des collectivités. Je sais qu'il y en a, comme vous le disiez, il y a déjà des plans canicules, mais on pourrait imaginer plus de plans d'adaptation locaux, donc pour faire de la planification locale. Et puis le deuxième, de s'appuyer sur les ressources du territoire, mais cette fois les ressources humaines, et donc à travers les entreprises et donc les collaborateurs, les syndicats, etc. Ok. Je voulais revenir, Rémi, sur la question du décloisonnement au niveau des territoires. Je vais vous donner un exemple. Donc là, ici, on est au iForum, là. Donc le monde de la tech grenobloise, adaptation. Au même moment, donc vous faites 50 mètres. À l'intérieur de GEM, il y a les entreprises de la CEC iséroise qui sont réunies, donc deux univers en parallèle. Il y a eu la convention citoyenne pour le climat au niveau local. Et donc, moi, je peux témoigner, par exemple, ma chère, vu qu'on est un peu au milieu de tout ça, on est neutre, on est instance académique, on n'arrête pas d'être... on voit toutes les initiatives qui émergent de partout, mais qui sont très peu reliées les unes aux autres. Et donc ça pose quand même, alors qu'on est un territoire, quoi. On n'est pas à l'échelle nationale, c'est un territoire, même si on prend le bassin de vie, c'est pas quand même très très grand, quoi. Donc on peut se poser la question de comment on peut décloisonner aussi au niveau d'un territoire. Comment ça peut se passer, comment on peut dépasser. Voilà, donc je voulais c'était pas prévu, mais comme tu as dit décloisonnement et qu'on parle de territoire, je voulais te faire réagir sur cette question de justement comment on peut aider à construire des solutions collaboratives sur nos territoires, qu'on peut un peu dépasser des postures, quoi. Effectivement, une des lignes de crête par rapport à la notion de territoire, souvent sur la ligne de crête, on est obligé d'inventer des mots, donc perma-économie, fonctionnalité. Il y a le mot local aussi, c'est-à-dire, bien sûr, c'est local en fonction de la géographie, etc., de la sociologie, etc., de la culture. Le Portugal arrive certains mois à faire 100% d'énergie d'origine renouvelable, non nucléaire, parce que le soleil, le vent et les barrages. Et c'est pas possible dans une autre région ou un autre pays, etc. Et puis ils galèrent quand même parfois pour, bien sûr, certains mois où c'est dur. Donc, mais en même temps, c'est des technologies globales, mondiales, qui permettent des réussites locales. Donc là aussi, il ne faut pas être trop clivant, il faut aller sur les deux. Effectivement, alors les conventions des entreprises pour le climat territorial qu'on lance maintenant partout en France, ça, Provence, Bretagne, région Aura, etc. Moi, comme je suis responsable de la future CEC Alpes, avec un soutien en démarrage de la métro, de la ville de Grenoble, etc., je suis amené depuis 2 mois à découvrir complètement cet univers que je ne connais pas, alors que je prône le cassage des silos. Et donc, je sais que je vais aller voir les entreprises de la CEC en disant, voilà le rapport final de la Convention citoyenne de la métro de Grenoble, voilà les propositions de Grenoble Capitale Verte. On a toujours peur des enjeux politiques, etc., mais il faut aller au-delà de ça. Sinon, on est dans ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, le fameux trio secteur privé, secteur
public et secteur pluriel, comme dit Mintzberg. Pluriel, c'est les citoyens, les consommateurs, etc. Et donc ce triangle de l'inaction, il faut en faire une coalition. Donc là, c'est un nouveau boulot, c'est un nouveau vocabulaire. Enfin, c'est vrai que quand je vais avec des gens de la métro, je vais aller faire plusieurs interventions. Il y a une richesse, il y a des dizaines et dizaines de personnes dont le métier est d'aller sur ces sujets-là, des experts et tout. Et puis en même temps, le monde de l'entreprise, à chaque fois que je suis chez eux, en tant que monde du privé, de GEM, des PowerPoint et des marketing, etc., je sens que ce n'est pas forcément évident. Puis en même temps, ça y est, on est en 2022, c'est jouable, il faut y aller, etc. Et on a des inputs très intéressants de la métro de Grenoble, par exemple, là-dessus. Donc oui, il se passe des choses. Et donc c'est vrai que nous, on évolue. Hein. C'était une CEC nationale 100% pour le privé, on va dire, même s'il y a eu 10 remontées au niveau des députés pour des choses qui doivent changer. Là, les CEC territoriales, on va devoir de toute façon, à un moment donné, d'ailleurs, il y a un livrable dans cette CEC territoriale qui sera 3 projets territoriaux dont les entreprises ont besoin pour développer leur nouvelle feuille de route, mais en lien avec le territoire. Ça peut être peut-être une problématique sur l'eau, parce qu'on a quand même plusieurs entreprises qui sont challengées là-dessus, de la mobilité ou de la redirection des emplois. On ne sait pas encore, c'est-à-dire que ça doit venir des acteurs eux-mêmes, et ça revient aussi à la notion de plan. Donc oui, il faut des plans nationaux, locaux, mais à un moment donné, d'ailleurs, après la Convention citoyenne pour le climat et la Convention des entreprises pour le climat est une limite planétaire, Convention des collectivités pour le climat, elle est sans doute à faire aussi, parce que même la raison d'être d'un territoire peut être amenée à changer, plutôt que uniquement planifier, même si on a besoin de ça. Il y a aussi, par exemple, à être animateur de projets, repérer des bonnes pratiques de citoyens, de collectifs, d'entreprises, et en faire quelque chose derrière. Et ça, c'est un gros changement. Au prochain Sharing Grenoble à GEM, on rêve de mettre autour de la table donc, un représentant de la Convention citoyenne locale pour le climat, un représentant de la Convention des entreprises pour le climat, et puis la métro pour le plan climat et énergie. Donc j'espère qu'on arrivera à créer comme ça ces zones de dialogue entre finalement des initiatives très structurantes sur le territoire, mais qui ne se parlent pas beaucoup. Effectivement, super. Pas mal de... Tu parlais de syndicats tout à l'heure. J'étais donc à la métro pour une de ces présentations, et il y a quelqu'un de la CFDT qui dit nous, il y a des sentinelles vertes, donc c'est génial, ils sont là-dessus. En même temps, ils sont sans doute sous-utilisés parce que cloisonnés comme nous autres tous. Et juste, je me permets de faire un coup d'éclairage sur la CEC territoriale. Donc là, aujourd'hui, c'était la 5e qui se finit dans les murs de GEM, enfin la 5e session de la Convention des entreprises pour le climat iséroise. Et donc vont démarrer 2 autres conventions des entreprises pour le climat territoriales, Lyon, le bassin lyonnais, et puis les Alpes. Je pense que tu allais en parler, mais voilà. Sur la question du territoire, Bastien. Est-ce qu'on a à quelle heure on doit arrêter, parce que je vois qu'il est 25. Ah oui. Et vous êtes encore meilleur animateur que moi, c'est parfait. C'est l'habitude, j'ai des réflexes qui reviennent. Non, c'est parfait. C'est 40 sur le. Donc ce que je propose, c'est on a encore 5 minutes, donc on vous écoute vous rapidement, Daria, et après on donnera la parole à Maud Vinet. Et si on conclut à 40, on est nickel sur le programme. Oui, de toute façon, beaucoup a été dit par mes collègues. Très rapidement, ce que je voulais peut-être souligner, c'est encore garder cette idée que, effectivement, l'atténuation, c'est une problématique globale, l'adaptation, c'est une problématique locale. Ne pas oublier que là-dedans, il y a l'idée que la géographie des émissions ne correspond pas à la géographie des risques, et que du coup, des territoires qui ne sont pas responsables des émissions doivent affronter quand même des difficultés assez importantes en termes de plan d'adaptation. Donc c'est aussi quelque chose qui doit être financé par la solidarité internationale. Et vous savez qu'en termes de climat, c'est quand même assez compliqué. On va voir comment se passe la COP 15, mais je fais certainement pas partie des plus optimistes. En ce qui concerne notre pays, je pense qu'on l'a dit aussi, important d'avoir peut-être un peu de cohérence et de simplification, peut-être en fusionnant les plans locaux, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de documents administratifs, de planification. Alors je sais que nouvellement, on en parlait avec ma collègue, on a une équipe, je ne l'ai pas dit, au WWF qui est centrée sur les villes et les territoires et qui travaille notamment en coopération, en partenariat avec certaines localités comme la région Centre-Val de Loire et Rouen Métropole Normandie. Et donc je crois que c'est Rouen Métropole Normandie qui réfléchit à un SCOT AEC, donc qui fusionnerait un peu le SCOT avec le PCAET. Ce qui pourrait permettre certaines simplifications. Je pense que c'est essentiel, comme l'a dit Antoine, de s'appuyer aussi sur un bon diagnostic territorial. J'attends de voir le nouvel acronyme pour ce nouvel outil. Alors c'est un SCOT. C'est un SCOT AEC. PCAET et SCOT. C'est un SCOT AEC apparemment. C'est plus court, mais au moins ça supprime un échelon. Et non, je pense que ce qui est très important aussi niveau adaptation, c'est d'arriver à définir les bons outils de pilotage. Moi, j'ai assisté à des réunions où on discutait de la mise en œuvre du plan national d'adaptation, deuxième du nom.
Et c'est vrai que les indicateurs de mesure, de mise en œuvre qui étaient proposés, c'était le nombre de plans d'adaptation locaux draftés, ce qui n'est pas vraiment un super indicateur très précis de la manière dont on met en œuvre l'adaptation sur un territoire. Donc il y a cet enjeu du pilotage au-delà de notre capacité à développer des documents administratifs de planification, ce dont je ne doute pas. Mais je crois que dans tous ces sujets-là, c'est quand même souvent un problème de mise en œuvre, je dirais. Bon, je m'arrête là parce qu'on n'a pas le temps. Merci Bastien. Daria, est-ce qu'on a la chance de vous entendre une dernière fois? Ouais, on va essayer. Alors, pour ne pas répéter ce qui a été dit, je trouve peut-être ce qui est intéressant à ajouter par rapport au territoire. Donc, le territoire, c'est l'endroit où on se monte les manches et on se salit les mains. Là, on fait des choses. On ne discute pas, on ne fait pas des lois, on les applique, on fait des choses. Et pour le faire, ce qui est intéressant d'ajouter, c'est son notion, on va le faire, et pour le faire, il va falloir comment apprendre à le faire ensemble. Moi, je suis experte en coopération dans la nature, j'ai étudié un petit peu les humains aussi. Je trouve qu'on est une des espèces les plus sociales, mais qui refuse de l'être. On se dit non, chaque fois quand je dis qu'on a une espèce sociale, qu'on a réussi parce qu'on coopère et qu'on se met ensemble pour faire des choses qui nous dépassent, les gens nous disent non, mais en fait, nous, les gens, ils sont individualistes, ils sont dans la compétition, et il va falloir qu'on réapprend à faire ensemble. Et le territoire, je trouve que c'est l'endroit qui peut donner ce sens de la communauté et commencer à expérimenter cette manière de faire ensemble. Voilà, je vais rajouter à ça simplement. Top, très bien. Plein de choses sur l'humain et nous, ça nous renvoie à ça. Merci, merci Daria. Je vous propose de conclure du coup, comme ça on sera bien aligné avec l'agenda. Donc je vais laisser la parole à Maud Vinet qui est la marraine de cette 25e édition du iForum. Je pense que pour reprendre les derniers mots qui ont été dits, le iForum, on est à l'échelle d'un territoire et on a de la chance, on a énormément de chance. Je vais peut-être commencer par des mots de gratitude sur notre territoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a à Grenoble, de la chance d'avoir un écosystème qui est riche et qui est fort. J'ai vécu dans pas mal d'endroits dans le monde, visité beaucoup d'autres places. Et on a des enseignants, on a un campus, on a de la recherche, on a des grands groupes, on a de l'industrie. Et on n'a pas que ces gens qui sont là juxtaposés. On a, et ça s'est illustré dans beaucoup de présentations aujourd'hui, la volonté de travailler ensemble et la volonté d'échanger sur nos expertises et de confronter nos points de vue. J'ai l'habitude de dire que c'est parce qu'on a nos montagnes autour et que nos montagnes, elles sont inspirantes parce qu'à la fois, elles nous invitent à la prise de hauteur et qu'à la fois, elles nous offrent une diversité des points de vue. Je suis persuadée que c'est vrai ce que je dis et je suis persuadée qu'il y a une autre chose qui fait notre force, c'est qu'on est un petit territoire ou en tout cas à taille humaine. Et pour reprendre ce qui a été... ce qui vient d'être débattu dans l'atelier, on est un territoire où on va pouvoir expérimenter. Et cette position de Grenoble, alors il y a un dispositif de la marque Grenoble-Alpes où on s'appelle les pionniers. Et je pense qu'on a cette chance de pouvoir être une ville pionnière et pilote et qu'on peut essayer des choses qui derrière sont repris, améliorées, critiquées et qui peuvent contribuer à changer le monde, à prendre nos responsabilités en tant que citoyens. On est dans ce forum technologique hein, et il y a plein de bonnes intentions. Je pense que en tant que chef d'entreprise, en tant qu'ex-chercheuse, je suis avant tout une citoyenne et puis une maman. Et donc, ce qu'on va laisser à nos enfants, et je pense que ça veut dire, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On a envie de laisser une terre qui va être soutenable et durable aux générations futures. La question, c'est pris dans nos habitudes quotidiennes et dans nos modes de vie. Est-ce qu'on est bien en train d'incarner nos envies et nos volontés ? Et cette question de responsabilité, on peut la replacer
on peut la replacer au cœur de toutes nos préoccupations, à la fois en étant actif dans des collectifs, à la fois dans nos convictions citoyennes, à la fois dans nos technologies, de se poser la question du sens, des externalités positives et négatives. Et puis, chacun à notre petite échelle, aussi, qu'est-ce qu'on cautionne, qu'est-ce que dans nos actes, on n'est pas en train de cautionner de destruction de nos écosystèmes et de prendre conscience de toutes les externalités négatives de nos gestes quotidiens. C'est peut-être aussi des départs. Et Grenoble, Grenoble est ce fabuleux territoire où on peut débattre et on peut trouver l'inspiration dans cet écosystème bienveillant et qui a envie d'avancer. Et donc, merci à tous d'avoir été là sur ces 2 jours qui sont extrêmement riches, où on apprend plein et on ressort super motivé, en connaissant plus de gens, en ayant plus de références, en sachant vers qui on va pouvoir se tourner quand on va avoir une question. Entreprise pour le climat, à qui je m'adresse? Est-ce que je peux inviter Antoine à venir faire une conférence dans nos locaux? Et voilà, on a plus de contacts et on va avancer tous ensemble pour essayer d'avoir une innovation qui soit durable et responsable. Merci Maud, et cette déclaration d'amour au territoire. Et puis évidemment tous nos intervenants, on excuse de nouveau Stéphane, et merci Daria, malgré la maladie, d'avoir été présente. Je peux vous assurer que vous étiez très clair. On a eu plutôt des problèmes de son, mais le cerveau a très bien fonctionné malgré le Covid, donc c'était parfait. Et merci évidemment aux 3 autres intervenants. Désolé pour le timing, j'ai squeezé le temps des questions. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a un petit temps là de break avant le. Donc si vous avez des questions, de venir directement voir les intervenants, ça vous permet justement de nouer des contacts personnels avec eux. Merci encore pour votre temps, et puis à bientôt.